Bienvenue au musée Camille Claudel. Nous allons découvrir ensemble l'exposition « Être sculptrice à Paris au temps de Camille Claudel ». Elle a lieu du 13 septembre 2025 au 4 janvier 2026 au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. C'est un musée dédié à la sculptrice avec la plus grande collection au monde de ses œuvres, mais aussi de nombreux autres sculpteurs de son époque. Alors, dans l'exposition, les visiteurs vont découvrir de nombreuses sculptrices de l'époque de Camille Claudel, puisqu'elle n'était pas toute seule. Contrairement à ce que l'on peut souvent croire, il y avait bien d'autres femmes qui ont réussi, malgré les difficultés liées à leur condition de femme, qui ont réussi à se faire une place dans ce milieu alors largement dominé par les hommes de la sculpture. Donc on regroupe autour de Camille Claudel 17 sculptrices, qu'elles aient été françaises ou étrangères, qu'elles aient côtoyé ou non Camille Claudel, en tout cas qui ont suivi le même cheminement à Paris autour de 1900. Alors, à l'époque de Camille Claudel, donc on est entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale, les femmes ont un accès bien plus restreint que les hommes à une formation, en France en tout cas, puisqu'elles n'ont pas accès à l'École nationale des beaux-arts de Paris, qui était l'école prestigieuse, la voie royale pour devenir artiste et se faire un nom. En revanche, elles ont pu trouver des voies alternatives de formation. Donc, par exemple, elles avaient accès à des académies privées, comme l'Académie Colarossi, où iront Camille Claudel et certaines de ses consoeurs. Pour se faire une place dans ce milieu donc très masculin de la sculpture, les femmes ont dû adopter un certain nombre de stratégies, par exemple aller dans des académies ou des ateliers privés, mais aussi se regrouper au sein d'un même atelier de travail pour partager le loyer. On sait aussi qu'elles posaient les unes pour les autres, pour ne pas avoir recours à un modèle professionnel, ce qui était alors très cher, etc. etc. Donc en effet, dans l'exposition, nous montrons comment est-ce qu'elles ont réussi donc, à développer un certain nombre de stratégies de carrière. Nous nous trouvons dans la première section de l'exposition, les sculptrices au tournant du XXe siècle, et nous exposions ici celles qui s'étaient déjà fait une place sur la scène artistique parisienne lorsque Camille Claudel arrive à Paris, à l'automne 1881. Et il y avait déjà donc des femmes qui exposaient au salon, qui avaient une reconnaissance parmi leurs pairs, et c'était le cas de Marie Cazin. Marie Cazin, de 20 ans, l'aînée de Camille Claudel, qui a eu une carrière importante à Paris et qui était, comme d'ailleurs souvent pour les femmes de l'époque, une épouse d'artiste. C'est ici elle que l'on voit dans ce portrait exécuté par son mari Jean-Charles Cazin. Ils se sont rencontrés à Grès-sur-Loing, en Seine-et-Marne, où s'était constituée une petite colonie artistique, avec d'ailleurs plutôt des artistes scandinaves, mais Marie Cazin et son futur époux donc s'y sont aussi rencontrés. Et c'est quelque temps après leur mariage qu'ils réalisent ce dessin qui montre son épouse, Marie Cazin. Alors Marie Cazin va se former à Paris, sans doute auprès de Juliette Pérol-Bonheur, la sœur de Rosa Bonheur. On sait aussi qu'avec son mari, elle va séjourner à Londres, où elle a pu recevoir les enseignements du sculpteur Jules Dalou. Et puis c'est de retour en France qu'elle entame véritablement sa carrière. Elle va exposer au salon d'abord des peintures, et nous montrons ici une bistre et huile sur toile qui s'intitule Les Oubliés. Elle a beaucoup représenté dans sa production des figures plutôt marginalisées, beaucoup des femmes et des familles et des enfants
Et puis ensuite, elle va commencer à exposer des sculptures, et notamment un double buste qui s'appelle Jeune fille. Donc, Jeune fille, c'est ce buste en plâtre réalisé par Marie Cazin. Peut-être qu'il y a ici un autoportrait de Marie Cazin qui pose avec celle qui derrière pourrait être sa sœur, Célie Élestine. Celle-ci d'ailleurs enlace Marie Cazin dans une attitude vraiment empreinte de tendresse qui se lit sur leur visage. Elle vient là d'ailleurs le déposer sur son épaule. C'est pas tout à fait inintéressant là de penser que ça pourrait être un autoportrait de l'artiste et un portrait de sa sœur, puisque les deux étaient artistes. On voit ici qu'elles portent une tenue assez peu commune en fait en sculpture, puisqu'elles ont une blouse plutôt lâche et qui ne couvre pas leurs bras. L'interprétation qu'en fait Anne Rivière, historienne de l'art et commissaire scientifique de l'exposition, c'est que cela pourrait être des blouses d'artistes. Donc ici, peut-être qu'elle se montrerait en tenue de travail, ce qui est assez rare en réalité. Ce double buste était jusqu'à l'exposition conservé dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Tours et il a été pour l'occasion donc sorti de ces réserves. Ça, c'est aussi une dimension importante du travail autour de l'exposition qui a été d'exhumer un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas présentées au public et qui pour aussi beaucoup vont réintégrer des parcours permanents de visite. Jeune fille donc qui a été sortie des réserves et restaurée aussi à l'occasion de notre exposition et qui fait partie du fonds du musée des Beaux-Arts de Tours, comme le sont aussi les deux bas-reliefs que nous présentons un petit peu plus loin dans la salle. Ils sont vraiment imposants par leur taille. Ce sont deux grands formats et très originaux aussi dans la façon dont l'artiste a ici traité le relief. Elle a varié les différents traitements du relief, que ce soit plutôt des demi voire haut relief dans les parties inférieures et des reliefs bien plus plats, bien plus écrasés dans les parties supérieures de l'œuvre. C'est quelque chose d'assez nouveau pour l'époque. Elle a fait ce choix-là pour une commande passée par la famille Adam, une famille bourgeoise du nord de la France et proche du couple Cazin. Et c'est vraiment très étonnant qu'elle ait choisi ici des reliefs sur des sujets en fait très réalistes. Celui-ci évoquant l'école, on voit une femme qui est en train d'aider à lire un enfant assis à ses côtés, tandis que d'autres en arrière-plan jouent. Alors peut-être même que celui qui est debout est en train de goûter une pomme à la main et une tartine dans l'autre main. Et puis des enfants qui sont en ronde, peut-être voilà, en train de danser ou de jouer en ronde dans le fond. Et puis sur l'autre relief, c'est une scène ici d'une femme qui vient d'accoucher et d'un couple plus âgé qui font charité. L'œuvre s'appelle d'ailleurs La Charité. Donc on voit qu'elle a ici choisi des sujets qui ont en fait décontenancé un peu les commanditaires, qui vont en fait refuser ces reliefs. Donc le projet ne va pas aboutir et il est vrai que c'est assez éloigné des monuments funéraires que l'on trouvait à l'époque, qui étaient bien plus volontiers des figures très allégoriques, de chagrin, de souffrance, de désespoir, et bien moins ce type de représentation plus naturaliste. Ils sont marquants, vous le voyez, par leur format très imposant. Et ça a été un fil rouge dans l'exposition que de aussi regrouper des œuvres de grande dimension pour montrer que ces artistes, que ces sculptrices se confrontaient à du monumental, qu'elles ne se cantonnaient pas à des petits formats, ni à des sujets mineurs. Et on a aussi donc un autre très beau grand format qui est ce nu allongé en marbre de Marguerite Siamour, prêté par le musée des Beaux-Arts de Cambrai et qui démontre que les femmes donc, se frottaient à des grands morceaux de marbre et à un sujet alors très répandu qui était le nu féminin idéalisé. Donc ce magistral nu en marbre qui ici représente une Sappho endormie, cette poétesse de l'Antiquité qui était souvent représentée par les artistes du 19e siècle et que l'on retrouve donc là avec un corps très lisse, aux proportions parfaites, vraiment une œuvre
appartenant à un style académique, qui n'était donc pas réservé aux hommes, mais dans lequel les femmes se sont aussi illustrées, et notamment Marguerite Siamour ici. Et c'est pas tout à fait anodin qu'elle-même, en tant que créatrice, souhaite représenter là une poétesse, une femme qui crée elle-même. On peut la rapprocher d'ailleurs l'œuvre du milieu dans lequel évoluait l'artiste. Marguerite Siamour vient d'une famille du Jura très républicaine et progressiste. Son père était député fourriériste et sa mère était une écrivaine féministe, qui a notamment contribué à la revue La Fronde, première revue entièrement dirigée et rédigée par des femmes. Et on sait que Marguerite Siamour, elle aussi, évoluait dans les milieux féministes de l'époque. Et donc ce choix-là de la Sappho peut faire penser qu'elle a voulu invoquer le pouvoir justement créateur féminin. Et il faut aussi quand même nuancer. On voit qu'elle le représente avec un nu très idéalisé, sensualisé, tout à fait ouvert au regard masculin, qui n'est donc pas sans ambiguïté. Donc cette Sappho, c'est une sculpture dont Marguerite Siamour était particulièrement fière. Elle dit que c'est même la meilleure qu'elle ait jamais réalisée. Et en effet, ça va être un coup d'éclat au salon où elle l'expose. Elle expose d'ailleurs la version en plâtre et qui va être acheté par l'État et même commandé en marbre. Donc là, le marbre que nous exposons, c'est issu donc de cette commande de l'État, ce qui permet de comprendre que ces femmes avaient alors une reconnaissance, se sont fait un nom, ont obtenu des commandes, des récompenses, qu'elles étaient vraiment des artistes reconnus à titre professionnel. Marguerite Siamour, qui est évoquée ici dans cette composition de l'artiste tchèque Alphonse Mucha, qui faisait partie de son entourage. On sait en fait qu'elle tenait un salon avec sa mère à Paris dans un hôtel particulier et qu'elle y recevait des personnalités politiques, mais aussi des artistes de l'époque. Et donc Alphonse Mucha l'a fait poser ici pour une de ses compositions très art nouveau dans lesquelles il s'est illustré. C'était aussi important pour nous dans l'exposition que d'incarner ces sculptrices, c'est-à-dire non seulement montrer leurs œuvres, mais aussi, quand on en avait, des représentations, des portraits en dessin, en peinture, en photographie aussi, comme à côté de moi, Laure Coutan-Montorgueil, que l'on voit au travail, dans son atelier et entourée de ses modèles. Donc dans cette première section, nous montrons donc 6 sculptrices qui vont précéder à Camille Claudel, Marie Cazin, Marguerite Siamour, Laure Coutan-Montorgueil et aussi Blanche Moria, montrée ici dans ce portrait par Blanche Polonceau, une peintre. Blanche Moria qui a fait une carrière de sculptrice et de dessinatrice. Elle était, elle, issue d'un milieu d'artisans. C'était aussi d'ailleurs souvent le cas. Elles étaient issues de milieux d'artisans ou souvent d'artistes qui leur ont donc permis de s'introduire dans les milieux artistiques parisiens. Et Blanche Moria qui s'est illustrée en sculpture et qui a aussi été militante. C'est une femme qui a porté aussi cet engagement pour rendre l'art plus accessible aux femmes, pour leur permettre d'avoir accès à un enseignement. Donc elle-même a très longtemps enseigné le dessin pour les jeunes filles au lycée Molière à Paris et elle s'est aussi engagée dans un mouvement qui s'appelle l'Union des femmes peintres et sculpteurs qui a été fondé en 1881, justement, l'année où Camille Claudel arrive à Paris. Et c'est un mouvement fondé par Hélène Bertraud, une sculptrice qui va avoir comme objectif de rendre accessible aux femmes l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc ça va vraiment être une longue lutte jusqu'à l'ouverture de l'institution en 1897 et de façon totale en 1900. Donc Blanche Moria va participer à ce mouvement, elle va exposer au sein du salon dédié, le salon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, et vraiment porter cet engagement. Elle est portraiturée ici dans son atelier, entourée de ses modèles d'atelier, et elle tient dans sa main gauche un modelage pour sa leçon de botanique, qui est une œuvre dans son format définitif, exposée justement au lycée Molière où elle a longtemps enseigné. Donc elle se représente, ici plutôt elle se met en scène, disons, on la voit là posant en train de regarder ce modelage, un outil de sculpteur à la main, quelques outils aussi posés au sol, mais pas tout à fait dans une tenue de travail. On voit qu'elle a un chignon bien fait, un petit ruban satiné noué autour du cou ou encore des petits souliers bien vernis aux pieds.
Alors, nous sommes ici dans la deuxième section de l'exposition qui s'intéresse aux camarades d'atelier de Camille Claudel. Donc là, nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les artistes femmes que Camille Claudel a côtoyées, qui ont fait partie vraiment de son entourage tout à fait direct, et celles avec qui elle a partagé des lieux de formation, d'apprentissage, à commencer par l'atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs. Puisque quand Camille Claudel arrive avec sa famille à Paris, donc à l'automne 1881, elle s'installe avec eux dans un appartement rue Notre-Dame-des-Champs. Et à quelques numéros, elle va, grâce au soutien de son père, faut-il le souligner, louer un atelier. Alors, un atelier qu'elle ne va pas habiter toute seule, mais qu'elle partagera avec certaines de ses consoeurs. Elles vont en fait partager le loyer de cet espace pour tout y travailler ensemble et former comme une colonie, une petite colocation plutôt d'artistes. Elle y côtoie des apprentis artistes comme elle, françaises ou étrangères, et notamment Jessie Lipscomb, qui sera sa grande amie. Nous montrons dans l'exposition une photographie très précieuse pour nous, puisqu'elle montre Camille Claudel au travail dans cet atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs, et avec à l'arrière-plan Jessie Lipscomb, elle aussi en train de travailler à un modelage en terre. Elles vont nouer toutes les deux une amitié qui ne sera d'ailleurs pas tout à fait dénuée de rivalité, et elles finiront par se brouiller avant de se retrouver bien plus tard. Mais alors, dans ces années de début, elles vont être très proches, et c'est ce dont témoignent aussi leurs portraits croisés. Alors ces portraits de l'une et de l'autre, faits par l'une et par l'autre, qui témoignent de leur complicité, mais aussi d'un choix qui a été souvent fait par les jeunes artistes, qui était de poser réciproquement les uns pour les autres, ce qui permettait d'économiser les coûts de pose d'un modèle professionnel. Donc là, vous avez le portrait de Camille Claudel par Jessie Lipscomb, et à côté, le portrait de Jessie Lipscomb, cette fois-ci par Camille Claudel. Donc un jeu de regard ici qui se complète aussi avec l'évocation donc de leur amitié à travers des lettres. Donc nous montrons des lettres de Camille Claudel adressées à Jessie Lipscomb, alors sur un ton souvent assez sarcastique qu'on connaissait à Camille Claudel, mais qui témoignent de leur lien. Elles ont aussi voyagé en Angleterre ensemble pendant leur jeunesse, à l'été 1886. Elles vont aller ensemble dans la famille de Jessie Lipscomb, et c'est là que Camille Claudel exécute un portrait au fusain de son amie, qui est aussi présenté dans l'exposition. Dans ce portrait au fusain que Camille Claudel signe, et elle indique aussi d'ailleurs Peterborough, qui est la ville où habitaient les Lipscomb, où elle réalise ce portrait, on y retrouve en fait le style qu'elle employait souvent en dessin, c'est-à-dire des fonds hachurés sur lesquels ressortent ces figures, et là celle de profil, dans une composition assez stricte, qui montre son amie, et on voit en fait qu'elle fait montre en fait de toute sa virtuosité à travailler le fusain et à en faire différentes modulations pour créer des effets d'ombre, de lumière, et qu'elle choisit aussi de rehausser à petits coups de craie blanche la chemise portée par son amie Jessie Lipscomb. Je souligne que c'est son amie qui lui sera la plus fidèle, puisque même si elle s'éloigne en fait dès la fin des années 1880, on sait d'ailleurs que Jessie Lipscomb retourne en Angleterre, se marie et arrête sa carrière. Elle fait partie aussi des cas d'artistes qui, après leur mariage, mettent un terme à leur vocation d'artiste. Donc elle rentre en Angleterre et les deux femmes ne se côtoient plus, mais elles vont se retrouver en fait à la fin des années 1920, en 1929, quand Jessie Lipscomb rendra visite à Camille Claudel à l'hôpital de Montfavet, où elle est alors internée. Et donc les artistes posaient entre elles, mais faisaient aussi poser leurs proches. C'était bien pratique d'avoir des modèles sous la main. Et on montre ici un grand pastel, le plus grand pastel connu de Camille Claudel, le seul d'ailleurs. On connaît d'autres dessins, je viens de montrer un dessin au fusain, mais au pastel, c'est le seul ici qui nous soit parvenu. Il est unique aussi puisque c'est le plus grand dessin de l'artiste que nous connaissons.
et qui est très originale dans l'esthétique choisie. On voit là qu'elle se réfère à quelque chose de plus japonisant, avec ce fond fait de motifs de très grandes fleurs, là en aplat, et sur lequel se détache donc une proche, puisque c'est la sœur de Camille Claudel, ici Louise Claudel, qui est portraiturée, et qui va l'être aussi par une autre amie, une autre femme très proche de l'entourage de Camille Claudel, l'allemande Laetitia von Witzleben, qui réalise le portrait au pastel de Louise Claudel. Laetitia von Witzleben, qui était elle aussi dans l'atelier de la rue Notre-Dame-des-Champs, mais on le sait aussi, proche de la famille Claudel. Elle réalise ses pastels alors qu'elle est en séjour dans leur maison à Villeneuve-sur-Fer, dans l'Aisne. Elle y exécute donc ce portrait plus intime là de Louise Claudel, accompagné de celui aussi au pastel de son jeune époux Ferdinand de Massary. Donc on comprend là qu'il y avait des artistes femmes qui évoluaient vraiment dans le cercle familial des Claudel. D'ailleurs, Paul Claudel, le frère de Camille Claudel, dans ses écrits, évoquera Laetitia von Witzleben. Il en parle comme de l'amie allemande qui a offert une Bible à Camille Claudel. Et Bible qu'elle-même donnera à son frère et participera de sa conversion. On a donc un jeu ici de correspondance entre des portraits réalisés par les unes et par les autres, que ce soit en dessin ou en sculpture, puisque nous avons aussi les bustes de Ferdinand de Massary et de Louise Claudel, cette fois-ci en bronze, réalisés par Camille Claudel. Et donc là, il est intéressant de comparer les traits tels qu'ils sont représentés dans les dessins ou dans les sculptures, avec par exemple pour Louise Claudel, un très beau traitement de la chevelure. C'est vrai que chez Camille Claudel, les cheveux étaient très souvent traités comme un motif plastique à part entière, et là on voit à quel point elle est venue creuser ici les petites boucles des cheveux de sa sœur Louise Claudel. Donc les camarades d'atelier de Camille Claudel sont ici rassemblés, celles avec qui elle partageait l'atelier rue Notre-Dame-des-Champs. D'ailleurs, elle faisait vraiment aussi figure de meneuse parmi toutes ces femmes. Et il y a aussi celle qu'elle a côtoyée à l'Académie Colarossi, qui était une école privée, alors très importante pour les femmes, puisqu'elle leur était ouverte. Un prix un petit peu plus élevé que pour les hommes, je le précise, mais elle pouvait, et c'était alors très précieux, avoir accès à des cours d'après modèle nu, qu'ils soient hommes ou femmes, et ce qui constitue alors vraiment le cœur de l'enseignement pour un artiste, être capable de représenter une anatomie d'après un modèle vivant. À cette académie Colarossi, qui ouvre dès les années 1870 ses portes aux femmes, elles sont plusieurs à se rencontrer, et on sait notamment que l'artiste suédoise Carolina Benedictsbrus y a étudié. Donc, autre sculptrice et autre parcours. Carolina Benedictsbrus vient donc de Suède et elle entame sa formation à Stockholm. Stockholm où il était alors déjà possible pour les femmes d'avoir accès à un enseignement institutionnel, bien avant la France. En fait, l'Académie des Beaux-Arts de Stockholm rend son enseignement accessible aux femmes dès 1864, l'année même de naissance de Camille Claudel, entre parenthèses. Donc on sait que Carolina Benedictsbrus va y étudier avant d'arriver à Paris, puisque malgré tout Paris restait le centre artistique mondial de l'époque, où affluaient les artistes venus de toute l'Europe, venant y chercher des cours dans des ateliers d'artistes réputés, venant y chercher aussi un marché de l'art bien plus développé qu'ailleurs. Et c'est ici donc que Carolina Benedictsbrus choisit de se rendre. Carolina Benedictsbrus qui va aussi aller séjourner à Grès-sur-Loing, en Seine-et-Marne, là où quelques années auparavant Marie Cazin avait rencontré Jean-Charles Cazin. Eh bien, Carolina Benedictsbrus, elle, va y rencontrer William Blair Bruce, un peintre canadien qui va devenir son mari. Donc elle aussi formera un couple d'artistes. On a la chance de montrer dans l'exposition un très grand portrait de l'artiste par son époux William
William Blair Bruce. C'est un grand format qui nous vient de Bruce-Bow, aujourd'hui un musée qui était auparavant la maison du couple d'artistes qui se situe sur une petite île, l'île de Gotland en Suède. Et imposant, donc là vous le voyez, ce portrait de l'artiste dans son atelier, debout, le pied gauche posé sur sa selle de modèle et le regard vraiment fixé sur son travail en cours. J'aime aussi beaucoup le détail de la main encore toute salie par la terre humide. Et on voit là que donc son mari la représente de façon vraiment affirmée en tant que sculptrice. On sait que son mari va beaucoup la soutenir et que c'est plutôt elle qui va prendre toute la lumière dans ce couple. C'est aussi ce qu'on peut voir dans le double buste que la sculptrice réalise d'elle et de son mari. Donc Carolina Bendix-Bruce qui va développer une œuvre vraiment puissante en sculpture, faite de beaucoup de nus masculins très musculeux, très virils, assez éloignés de l'image qu'on pourrait se faire d'un art dit féminin. Et dans ce couple-là qu'elle constitue avec William Blair Bruce, c'est vraiment elle qui est mise en avant, qui prend le dessus, et c'est ainsi qu'elle se portraiture là avec un autoportrait où elle est là devant, en train de regarder un relief, sans doute qu'elle est en train de travailler. Elle a les yeux rivés dessus. Elle le tient fermement par la main et son époux, qui lui vient derrière elle, la prend par l'épaule, vient aussi soutenir là son travail en cours, et je trouve que c'est vraiment une très belle image de ce couple et de la place qu'elle y avait. Je rappelle aussi que c'est une artiste qui, elle, a grandi dans une famille très fortunée. Qui n'a pas eu de difficultés financières et qu'au contraire, en fait, c'est plutôt elle qui a aidé son mari, qui l'a subventionné entre guillemets dans sa carrière, et ce qui permet de déjouer aussi un petit peu cette idée qu'une femme, pour se faire une place, il fallait forcément qu'elle soit soutenue par un époux. Là, on voit qu'en l'occurrence, dans le cas de Bendix-Bruce et de William Blair Bruce, c'est tout à fait l'inverse. Et autre sculptrice évoquée ici, Madeleine Jouvray, qui elle aussi a partagé l'atelier rue Notre-Dame-des-Champs. Et on sait que dans cet atelier où elles travaillaient toutes, un professeur venait une fois par semaine leur prodiguer des conseils, qui était Alfred Boucher. Alfred Boucher, sculpteur académique de l'époque, s'étant fait un nom en particulier pour ses nus féminins très idéalisés. Et donc il vient, alors le sait-on, le vendredi, leur donner quelques conseils. Et justement, ici on expose en regard un marbre d'Alfred Boucher et un marbre de Madeleine Jouvray, où on peut le voir, la parenté est vraiment frappante. On retrouve dans les deux cas un modèle coupé à mi-corps, représenté le visage tourné sur le côté, nu ou quasi nu ici à droite pour la sculpture de Madeleine Jouvray, mais un même modèle, jeune, les cheveux noués en chignon, au corps très lisse. On voit aussi que là les deux artistes jouent du traitement du marbre, où on a à la fois la chair vraiment polie ici du corps qui contraste avec un fond comme en rocher laissé lui beaucoup plus brut et à peine ébauché. Donc on rapproche ici ces deux sculptures, quelques détails quand même les distinguent. Par exemple dans celle de Madeleine Jouvray, il y a tout un pourtour de fleurs que nous ne retrouvons pas dans celle d'Alfred Boucher, mais on voit en tout cas l'influence en effet là du maître sur l'élève. Donc Alfred Boucher, qui a été le professeur de Madeleine Jouvray et aussi donc de Camille Claudel, il avait d'ailleurs été son professeur dès son temps passé à Nogent-sur-Seine, avant même qu'elle se rende à Paris. Donc Alfred Boucher qui va être vraiment très important dans la carrière de Camille Claudel et d'autres de ses artistes, et notamment aussi puisqu'il va partir pour l'Italie. Alfred Boucher va obtenir un prix du Salon qui va lui permettre de faire un voyage en Italie. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il demande à Auguste Rodin de venir le remplacer. Qui ne veut pas abandonner ses jeunes élèves, ses apprentis sculptrices, et il va demander à Auguste Rodin, qui était son ami, de venir à l'atelier rue Notre-Dame-des-Champs pour continuer à leur donner des leçons, et c'est ainsi que la rencontre se fait entre lui et ces jeunes filles.
Donc la rencontre se fait entre Rodin et les apprenties sculptrices rue Notre-Dame-des-Champs, et ensuite elles vont se retrouver dans son atelier, puisqu'il y a une heureuse circonstance. Au moment où Auguste Rodin rencontre ces jeunes filles, il vient lui-même de s'installer dans un très grand atelier, rue de l'Université au dépôt des Marbres. C'est l'État en fait qui lui confie cet atelier pour exécuter sa commande monumentale de la Porte de l'Enfer. Donc c'est une commande qu'il va élaborer non seul, mais entouré d'assistants et d'assistantes, puisqu'il va proposer à Camille Claudel, Madeleine Jouvray, Jessie Lipscomb, Laetitia von Witzleben, toutes celles qui s'étaient regroupées rue Notre-Dame-des-Champs, ils vont lui proposer d'intégrer son atelier et de l'épauler dans la réalisation de cette commande, et puis bientôt aussi d'autres de ces grandes commandes comme les Bourgeois de Calais ou le monument à Claude Lorrain. Donc la section dans laquelle nous entrons désormais est consacrée à l'atelier de Rodin et les sculptrices qui y ont gravité. Camille Claudel était bien entendu l'une d'elles. Elle est ici évoquée avec ce buste qu'elle réalise de son maître, un buste très puissant où elle campe là vraiment l'artiste en démiurge avec un regard très concentrée, les sourcils froncés, le front ridé. Elle lui donne un nez très fort aussi, c'est ce qu'elle faisait souvent dans ses portraits, Camille Claudel, que de venir accuser comme ça les volumes et d'exagérer les traits du modèle. Ce qu'elle fait ici, et notamment avec aussi la barbe. On voit cette barbe là qu'elle est venue vraiment creuser, raviner, qu'elle vient un peu tailler comme un rocher ici, qui devient comme le socle là de ce buste. Donc on orchestre dans cette section un certain nombre de rapprochements entre les œuvres de Rodin, de Claudel et d'autres sculptrices pour montrer la façon dont les sujets s'échangeaient, dont les modèles aussi circulaient. J'ai derrière moi en fait 3 variations autour d'un même modèle, Giganti, un modèle italien. Beaucoup de modèles venus d'Italie exerçaient alors à Paris, et donc Giganti a posé à la fois pour Auguste Rodin, mais aussi Camille Claudel et Jessie Lipscomb. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment d'après un même modèle, les 3 artistes vont faire des interprétations très différentes. On reconnaît à chaque fois Giganti, mais ce n'est pas tout à fait la même interprétation, par exemple, pour le Giganti de Camille Claudel, qu'elle représente de manière très fière, assez arrogante, qui nous regarde avec une petite moue dédaigneuse, qui arbore des cheveux là très volumineux, avec les traits à nouveau exagérés, à la manière de Camille Claudel. En revanche, la petite tête de Giganti d'Auguste Rodin, qu'elle est beaucoup plus stylisée. Donc on a des traits plus lisses, plus simplifiés, et par exemple, il a choisi de représenter les yeux du modèle qu'avec 2 petits trous. Alors que, encore différente, l'interprétation de Jessie Lipscomb de ce même modèle est bien plus classique. On a là un portrait qui se veut plus fidèle aux traits du modèle, mais aussi un peu plus inspiré de l'Antiquité, avec un buste au regard frontal. On reconnaît par exemple les cheveux un petit peu ébouriffés de ce Giganti, mais dans une manière là un petit peu plus réaliste et un petit peu plus classicisante. On retrouve aussi dans cette section Madeleine Jouvray, qui elle aussi va rejoindre l'atelier d'Auguste Rodin. Elle a alors à peine 21 ans et elle devient son assistante. On sait qu'elle va l'épauler notamment pour les Bourgeois de Calais, mais aussi qu'elle va continuer à travailler pour lui pendant plusieurs décennies. Madeleine Jouvray, elle était de conditions très modestes. Elle a beaucoup de difficultés d'argent dont elle se plaint en fait dans sa correspondance. On sait aussi qu'elle souffrait d'une santé assez fragile, et elle va donc tout au long de sa carrière de sculptrice solliciter Auguste Rodin pour du travail. Elle va devenir en fait sa praticienne, chargée de pratiquer pour lui la taille de ses marbres, et c'est pourquoi on sent vraiment un peu plus la marque de l'influence, l'empreinte vraiment d'Auguste Rodin sur le travail de Madeleine Jouvray. En fait, elle a tellement et longtemps travaillé pour lui qu'elle a eu moins de temps pour développer son œuvre personnelle.
C'est ce qu'on voit notamment là en mettant en regard leurs deux Danaïdes. À nouveau, les sujets s'échangent, on voit que les deux s'intéressent à cette figure de la mythologie, la Danaïde. Les Danaïdes, elles étaient 50, mariées à leurs cousins qu'elles ont assassinés, leurs 50 cousins eux aussi. Et après ce meurtre, elles sont donc condamnées aux enfers à verser de l'eau mais dans un tonneau percé qui ne se remplit donc jamais. Et donc les deux artistes, Rodin et Jouvray, vont s'intéresser à ce sujet qui évoque la souffrance, le fait d'être condamné à exécuter une tâche sans cesse et ne jamais y parvenir. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en effet, il y a une influence marquée sur le travail de Jouvray, mais qu'en même temps, elle fait aussi œuvre originale. Par exemple, en regardant un peu plus près la Danaïde d'Auguste Rodin, on voit donc que lui aussi, il la représente là recroquevillée sur elle-même, mais dans une posture un peu plus tortueuse, avec le visage tourné en partie vers nous, donc on peut voir son visage, on voit ses cheveux aussi là qui se fondent avec la terrasse de l'œuvre. On voit qu'il choisit aussi une courbure très prononcée, une ligne en fait assez souple et sensuelle qui diffère en fait de la Danaïde de Madeleine Jouvray, où là on voit une figure vraiment elle toute recroquevillée sur elle-même, très compacte, elle se cache le visage. Il y a quelque chose en fait de beaucoup plus contracté, de beaucoup plus douloureux là dans la Danaïde de Madeleine Jouvray. Donc on montre dans l'exposition d'autres œuvres de Rodin et de Jouvray pour vraiment faire un sort en fait à cette question de l'influence, puisque Camille Claudel elle est parvenue à s'extraire en fait vraiment de la figure assez écrasante qui était Auguste Rodin en développant une œuvre vraiment géniale et vraiment originale. Autant pour Madeleine Jouvray ça a été un petit peu plus difficile et on sent en effet une marque beaucoup plus prononcée de l'œuvre de Rodin sur son travail, et c'est notamment le cas là avec un nu masculin qui s'appelle Douleur d'âme de Madeleine Jouvray, qui est prêté par le musée Baron Martin de Gray et qui montre là une figure d'homme les bras levés et qui n'est en effet pas sans évoquer l'âge des reins d'Auguste Rodin, qui est un des premiers coups d'éclat de l'artiste en 1877, qui va lui valoir une polémique mais aussi après une reconnaissance. Et on voit en effet que là les deux artistes traitent ce sujet d'un homme dévoilant son corps, levant les bras vers le haut, mais que à nouveau, ce ne sont pas tout à fait les mêmes interprétations ici. L'âge des reins évoque quelque chose de bien plus rayonnant, une forme de plénitude comme ça, de ce corps qui s'offre au regard, là où, à nouveau, chez Madeleine Jouvray, il y a quelque chose de un peu plus torturé, d'un petit peu plus souffrant. On voit que là, avec ses bras, cet homme se cache le visage, que son expression d'ailleurs du visage est bien plus désespérée que ce que donne à voir Auguste Rodin. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire dans l'exposition, montrer en effet à quel point cette question de l'influence pèse et en même temps comment une artiste comme Madeleine Jouvray parvient à tout de même s'en détacher. Peut-être dernière chose sur cette œuvre-là, c'est important de rappeler que ici, c'est une des toutes premières œuvres de l'artiste qu'elle expose en 1888, donc elle est alors toute jeune et peu sûre d'elle, c'est d'ailleurs quelque chose qui va rester, elle va beaucoup douter de son propre travail, mais elle écrit à Rodin, voilà, je vais envoyer quelque chose au salon, je n'en suis pas satisfaite, mais il faut bien que j'envoie quelque chose, et elle parle en fait de cette œuvre, Douleur d'âme, ou Esclave, et donc elle finit par l'envoyer, et c'est une œuvre en fait qui va plaire, qui va même être récompensée, et c'est vrai que c'est une œuvre qui est assez ambitieuse en fait. Pour une jeune artiste qui débute, c'est une œuvre un petit peu plus grande que nature et qui déploie là une anatomie masculine à une époque où justement les femmes avaient bien moins accès à un modèle nu, et donc là elle montre qu'elle maîtrise tout à fait cette anatomie et qu'elle est capable de faire une œuvre aussi ambitieuse que celle-ci dès ses débuts. Dans
Dans cette section de l'exposition, nous abordons l'entourage de Rodin, donc celui tout à fait direct de celles qui ont été ses assistantes plutôt que ses élèves, d'ailleurs dans son atelier, mais on aborde aussi son influence au-delà des murs de son atelier. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sculptrices qui ont aussi été marquées par l'artiste sans avoir été son élève ni employée par lui. C'est le cas en particulier d'Agnès de Frumery, qui était donc une artiste, elle, suédoise à nouveau, et qui arrive à Paris et qui va s'y installer durablement pour construire sa carrière. Agnès de Frumery, qui s'est d'abord formée à Stockholm, aux Beaux-Arts de Stockholm, et qui va être la première femme à obtenir une bourse. Elle va pouvoir se rendre d'abord à Berlin, où elle va pratiquer et se former à l'art avant d'arriver à Paris. Elle va être vraiment marquée par Auguste Rodin. Elle en parle comme un Michel-Ange moderne. Et ce qu'on peut retrouver de Rodin dans l'œuvre de Frumery, c'est l'esthétique symboliste. Auguste Rodin était un des grands artistes s'étant illustré dans le symbolisme, qui est un mouvement très présent à l'époque et qui marque notamment sa porte de l'enfer. La porte de l'enfer avec toutes ces figures enchevêtrées dans une mise en scène très dramatique que l'on peut rapprocher de cette lutte pour l'existence d'Agnès de Frumery, qui est une céramique réalisée par Agnès de Frumery en collaboration avec Edmond Lachenal, céramiste alors très réputé de l'époque. Et ils font ici une œuvre vraiment spectaculaire. C'est une stèle qui fait un peu plus d'1 mètre de haut, dans une palette très décorative, en fait, de bleu, de vert, de beige, et qui contraste quand même avec la gravité du sujet. Donc je le disais, son titre, Lutte pour l'existence, et on voit justement là des figures qui luttent entre elles. Alors il y a notamment en fait en arrière-plan une multitude là de personnages qui tendent les mains et qui tentent peut-être en fait d'attraper une source. L'autre titre de l'œuvre, c'est Source d'or. Donc il y a une sorte de source qui ruisselle. Donc là, on voit une forme de vanité avec cette foule qui tente d'attraper cette source d'or. Et au premier plan, en revanche, ces figures très résignées qui évoquent justement le caractère tout à fait vain en fait de cette quête. Alors, il était important pour nous de faire figurer Agnès de Frumery dans l'exposition aussi puisque c'est la seule artiste que Camille Claudel mentionne dans sa correspondance. En fait, dans toutes les lettres qui nous sont parvenues de l'artiste, elle ne parle déjà que très peu de ses propres œuvres. Elle évoque plutôt ses difficultés financières, matérielles, mais très rarement son œuvre et encore moins l'œuvre d'autres artistes. On a donc un cas qui est une lettre qu'elle adresse à son frère Paul Claudel vers 1909, à la fin de sa carrière d'artiste, où elle en fait accuse une artiste, Agnès de Frumery, de vouloir la copier. Voilà, elle la mentionne, pas dans des termes très positifs, puisqu'elle l'accuse tout bonnement de vouloir la plagier. En fait, elle se plaint qu'elle trouve que cette Agnès de Frumery fasse des groupes un peu trop proches de ses causeuses. Donc les causeuses, qui est ce groupe de 4 figures nues, assises sur un banc et qui sont toutes là penchées. Il y en a 3 d'entre elles qui sont penchées pour écouter en fait un secret murmuré par l'une d'elles. Eh bien, Camille Claudel trouve donc que ce groupe est un petit peu trop répandu dans les salons de l'époque. Elle ne cite pas en particulier une œuvre d'Agnès de Frumery, mais on peut penser qu'elle vise les commères. Elle en a fait en fait plusieurs, Agnès de Frumery, des groupes de petites femmes assises, et donc notamment ces commères qui sont 3 femmes assises, plutôt âgées, et qui sont habillées. Donc pas tout à fait comme les causeuses. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, il y a des choses qu'on retrouve, le petit format, des petites femmes regroupées, mais est-ce si similaire que cela? Ces sujets, je trouve, à question. Il y a quelque chose de la petite scène de genre dans les commères d'Agnès de Frumery qui n'est pas tout à fait ce qui ressort des causeuses de Camille Claudel. Donc là, quand on a la chance de pouvoir voir ces 2 œuvres côte à côte, on peut se poser la question et moi je préfère la laisser ouverte.
Nous voici maintenant dans la dernière section de l'exposition qui s'intéresse cette fois-ci à celle qui succède à Camille Claudel. Nous en montrons donc 3, Yvonne Serreus, qui est une sculptrice belge, et Anna Bass et Jeanne Pouplet, 2 sculptrices françaises. Ce sont des figures qui vont, par les critiques elles-mêmes, être rattachées à Camille Claudel et vraiment s'inscrire dans son héritage, développant elles aussi des formes très modernes et notamment autour du nu féminin. On est ici à côté d'Imploration de Jeanne Pouplet. Jeanne Pouplet qui, elle, est née en Dordogne, qui se forme à l'école d'art de Bordeaux et puis qui va intégrer une bande qu'on a appelée la bande à Schnegg autour de Lucien Schnegg qui sont en fait une nouvelle génération de sculpteurs qui vont porter une sculpture plus moderne avec des formes plus épurées, des contours simplifiés, lissés. Et c'est ce qu'on voit très bien ici avec cette Imploration de Jeanne Pouplet qu'elle réalise au début des années 1930, à la toute fin de sa carrière, et qui tend de plus en plus vers l'incarnation d'une idée, bien plus que la représentation d'une femme qui implore. On voit même qu'elle a fait le choix très radical de couper la tête ici de son implorante et qu'on n'a plus donc que vraiment ce geste-là ascendant ses bras tendus vers le ciel, vraiment ce geste d'implorer ici incarné dans un corps tout à fait lisse, sans détail, il n'y a rien d'anecdotique ni de très expressif, et c'est ce qui éloigne, tout en la rapprochant d'ailleurs, cette sculpture de l'implorante de Camille Claudel, montrée en regard à côté, où là on a une œuvre très forte et puissante, avec un travail sur la matière du corps, l'expressivité aussi du visage. On a vraiment cette figure où l'on voit tout à son désespoir dans son geste là d'imploration, les chairs très tendues. On voit donc qu'on est dans 2 interprétations là de cette figure de l'implorante, et qu'il y a certes une filiation, mais qu'avec Jeanne Pouplet, il y a eu là vraiment un passage vers une abstraction bien plus prononcée. Nous exposons une autre œuvre de Jeanne Pouplet, également prêtée par un particulier, qui s'appelle Femme à sa toilette. Et donc on a là un sujet très simple, assez anecdotique, en fait, juste une femme en train de se toiletter les pieds. Elle tient en fait entre sa main sans doute une petite pierre ponce, et donc là Jeanne Pouplet la représente nue. Ça c'est très intéressant dans la filiation là avec Camille Claudel, qui à l'époque elle alors ne sculpte plus, elle disparaît de la scène artistique en 1913 lors de son internement, en sachant qu'elle avait arrêté quelques années auparavant déjà de sculpter. Mais on retrouve des choix faits par ces sculptrices qui arrivent après elle. Donc Jeanne Pouplet, pour un sujet voilà, très anecdotique, du quotidien, là il n'y a aucune référence ni mythologique, ni historique, ni littéraire, elle choisit le nu. Et c'est ce qu'avait fait aussi par exemple Camille Claudel avec ses causeuses. On retrouve ici ce même choix qui se veut très moderne donc, mais avec des formes bien plus pleines, bien plus géométrisées. Là on voit cette forme à la fois prise dans une courbe et en même temps qui dessine un petit peu comme un triangle rectangle aussi. On voit que là elle tend vers quelque chose qui s'éloigne de l'art de Camille Claudel. On pense peut-être aussi que cette sculpture pourrait être un autoportrait de Jeanne Pouplet. Cette exposition est le fruit d'une collaboration avec l'historienne de l'art Anne Rivière qui a assuré le commissariat scientifique. Toutes les sculptrices qu'elle a réunies ici sont à découvrir jusqu'au 4 janvier 2026 à Nogent-sur-Seine. Puis l'exposition voyagera à Tours au Musée des Beaux-Arts du 31 janvier au 1er juin 2026 et enfin terminera à Pont-Aven du 27 juin au 8 novembre 2026.